100%. Jeff Fillion. OK, on est prêt. On s'est excité un peu sur l'ouverture, mais là, on a fait un genre de petit 30 avec Frank et notre ami Les. Mais c'est la finale de la Coupe Stanley. Là. C'est la finale de la Coupe Ben Stanley. oui, c'est ça, Même là. que Joe est avec sa calotte. Joe. Il est-tu Buffalo? Il est Vegas, là. C'est quoi l'histoire? Là? Ah, ben là, tu sais, je veux dire, j'ai changé quand il y a eu les séries, là. Au début, j'étais Oilers. Je veux dire, je voulais voir les Oilers aller en finale. J'ai un petit penchant aussi, je te dirais, pour les Avalanches du Colorado. J'aime beaucoup cette équipe-là. Dans l'Est, je croyais que tu vois, les Devils allaient aller plus loin que ça. Surprise avec les Hurricanes. Tu vois, écoute, dans notre pool, là, ça n'a pas trop bien fini. Là. Une coupe de surprises. Je pense que je me ramasse avec Bruyère en fond de classement. C'est quand même quelque chose. Donc, non, écoute, mais quelle équipe, hein? Écoute, quelle équipe de hockey, du talent. Marchesso, je pense, écoute, un trophée amplement mérité, un grinder de premier plan, un goaler qui nous a surpris, Adin Hill. On parle souvent que le goaler, c'est important, oui puis non, mais en série, on voit exactement ce que ça donne. Là. Mais tu sais aussi, du bon hockey de la part des Panthers aussi, mais on dirait qu'ils étaient rendus, ils avaient comme un peu épuisé leur... Trop de blessés. Les dieux du hockey n'étaient plus avec eux autres. Hein. C'est juste que tous tes leaders sont blessés. T'sais, Barkov n'est pas supposé jouer. Montour n'est pas supposé jouer. Chose n'a pas joué. Ben, s'il jouait la dernière game, Ketchuk et Sternum défoncé. Tu peux pas jouer avec ça. Écoute, le sternum là, défoncé, c'est quelque chose, jouer avec ça. Là. Moi, je me suis fait plaquer il y a comme 2 ans, puis c'était pas cassé, là, mais tu sais, je te dis, j'ai eu mal pendant facilement 2... Tu sais, dès que tu prends une grosse respiration, tu le sens, là. Ouais. Fait que j'imagine pas casser qu'est-ce que ça peut faire dans un calibre comme la Ligue nationale, là. Donc, c'est incroyable. Il y avait Ekblad aussi qui jouait avec pas mal de blessures. Oui. Donc, tu vois que c'est vraiment des fighters. Moi, je suis toujours émotif quand je vois ça. Le trophée de la Coupe Stanley, le path to the trophy, c'est un des plus durs, sinon le plus dur du sport professionnel. C'est toujours un peu émotionnel. Puis une nouvelle équipe, avec une histoire qui se construit à Vegas, la première équipe de sport professionnel là-bas. C'est une belle histoire. Il faut donner le crédit un peu à... Tu sais, les gens aiment ça bâcher sur Batman, mais c'est quand même un succès Vegas. Il faut leur donner à la Ligue. Okay. Hey, on change de sujet, on s'en va vers ta liste que tu m'as envoyée, Joe. Valérie Plante et le communisme immobilier à Montréal. Écoute bien, je disais tantôt, c'était à qui je disais ça? Hein? C'était avec Carlos Ramirez. On était avec Carlos Ramirez sur le Prime, puis j'ai dit, écoute bien, quelqu'un qui ne suit pas Valérie Plante sur Twitter, il manque un sacrement de bon show, parce qu'elle m'a dit de quoi? Elle est au bout de sa chaîne, pas à peu près. Qu'est-ce qu'elle a fait sur l'histoire? On est-tu encore avec la même patente de Blue Bonnets? Ça? Non, ça, c'est une autre histoire. En fait, mais ça suit, Jeff. Il faut suivre les projets immobiliers à Montréal parce que c'est vraiment l'exemple concret de l'orientation de ces administrations communistes-là. On avait parlé souvent, Blue Bonnet ne sont pas capables de développer ça malgré le fait que c'est des terrains incroyables là, dans la partie ouest de Montréal. Là, l'histoire, c'est ça avait fait les manchettes. Rappelle-toi, ils appellent ça le manoir La Fontaine. C'est une espèce d'immeuble qui a été construit pendant Expo 67. Immobilier. Puis là, évidemment, ils voulaient faire une espèce de rénoviction, rénover, changer un petit peu. Finalement, les groupes sociaux ont embarqué là-dedans. Il y a eu une levée de boucliers, etc. Fait que finalement, dans le fond, là, le but, c'est toujours de forcer le propriétaire à genre accepter de vendre. Et là, c'est ce qui s'est passé. Dans le fond, c'est le Québec, c'est un projet de 38 millions. Québec donne 16 millions. On dit que Desjardins fait un financement de 13,5 millions, puis la ville de Montréal donne 5,6 millions pour acheter l'immeuble. Là, on parle de 18,8 millions, le prix qui a été vendu. Mais dans le fond, au final, là, ça va faire plus de 400 000 $ par logement social construit. Ça te donne un peu une idée. C'est un peu comme les chambres là, de nouvelles résidences pour personnes âgées. Hey, le logement à 400 000 $. Comment ça peut pas arriver? Exact. Ça peut pas arriver. Là. Je veux dire, s'ils veulent en faire du volume pour que tout le monde soit logé, à les entendre, ils en ont besoin de je ne sais pas combien de milliers. Si c'est 400 000 la porte, c'est une faillite qui s'en vient pour les villes et le gouvernement. Là. Ben exact. Puis et ça, il faut le rappeler. Puis ça, c'est important de bien débattre sur ce sujet-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de faussetés qui sont véhiculées. La supposée, parce qu'il n'y a pas de crise du logement. Là. La crise du logement, c'est une crise manufacturée
par les conditions gouvernementales, les impositions, les restrictions à la construction, le zonage, l'environnement fiscal, les règlements sur la construction qui fait en sorte qu'il n'y a pas assez d'unités qui sont construites. Donc, il n'y a pas assez d'unités construites. Il y a une offre qui est restreinte dans l'immobilier. Ça fait grimper le prix des maisons et des logements, évidemment. Donc, eux, ils utilisent ça à leur fin pour pousser justement l'agenda du logement social subventionné. À la base, je veux dire, je n'ai rien contre ça, le fait qu'il y ait de l'habitat, qu'il y ait des développements, un peu comme les offices d'habitation municipale, il y en a dans toutes les villes, mais on voit que ces maires communistes-là, à Montréal, Québec, Laval, Sherbrooke, j'en parle tantôt, ils sont ouvertement hostiles au développement immobilier. D'ailleurs, on a entendu cette semaine, je pense, la mairesse de Sherbrooke qui a dit que ça allait être le dernier développement de maisons unifamiliales à Sherbrooke. Une folie totale quand tu y penses. Ça, c'est la ville aussi qui refusait là, de tondre les terre-pleins. Là. Puis là, finalement, il y a une espèce d'éclosion de tiques pour les enfants qui jouent dans le foin. C'est complètement débile. Je veux dire, ces gens-là, c'est des menaces à la santé publique et au bien commun. Mais comment ça qu'on s'est ramassé avec une gang de cinglés de même? C'est quoi qui est arrivé, Joël Vert? Ben, ça, écoute, là, il faut vraiment faire le point là-dessus. La priorité politique au Québec, c'est de monter des équipes et de trouver des candidats pour sortir ces maires communistes-là dès la prochaine élection municipale. Ça va être la prochaine, il y aura la fédérale avant, mais ça va être la prochaine avant la prochaine élection provinciale. C'est capital, là. Montréal, Québec, Laval, Longueuil, Sherbrooke, je sais qu'il y en a d'autres, là, des petites villes aussi où ils sont complètement virés tu peux fous. mettre Saguenay là-dedans. Là. Saguenay. Et regardez, tu parlais tantôt de Valérie Plante sur Twitter, regardez les réponses. En fait, il n'y a pas grand monde, je pense, qui soutient, mais où ils sont allés chercher ces mandats-là, Jeff, de gouverner des villes avec des objectifs de climat mondial et aller voir là, l'organisation des 40 villes, là, c'est 40. Le gars à Québec, la ville rattrape. Là. Le gars à Québec là, qui nous dit qu'il n'y aura plus de glace en bas en Antarctique, puis que si on ne met pas le train, on va mourir de chaleur. Le gars, il a des problèmes à gérer l'histoire de la neige. Il ne veut pas déneiger. Parce qu'il y a trop de neige. Exactement. Non, c'est incroyable. C'est pas suivable. C'est incroyable. Et ça, c'est de plus en plus... Écoute, je te fais une parenthèse là-dessus. Moi, je pense que tout ce qui se passe avec les feux, avec toute cette folie-là, overall, c'est positif parce que ça démontre à quel point il faut toujours qu'ils radicalisent leur discours de plus en plus parce que les gens les croient plus, de moins en moins du moins. Fait que même si on dit, les gens, c'est des moutons, etc., je pense quand même que dans le fond, il y a... L'histoire du climat, ça l'a quand même, je pense que ça l'a piqué. Même chose avec le wokisme, je t'en ai parlé souvent. D'ailleurs, il y a des chiffres qui ont sorti. On parle de 30 milliards, presque 30 milliards de capitalisation de Anheuser-Busch qui ont perdu avec l'histoire de Bud Light. Donc là, on commence à voir vraiment des impacts concrets. Avant, c'était pas clair. Mais Mark Cuban, il dit que c'est pas grave. Les compagnies doivent continuer de faire ça pareil. Non, mais ça, c'est... Au final, éventuellement, je pense qu'il y a des notes qui se prennent. D'ailleurs, j'ai vu un article dans le Wall Street Journal, tu sais, qui analyse, avec le AI, etc., il analyse tous les earnings calls, donc les appels après les résultats trimestriels, donc tous les mots sont importants. Et dans une méta-analyse, les mots ESG, diversité, environnement, là, tu vois, ça descend depuis 1 ou 2 trimestres. Donc, on a potentiellement atteint le pic de ça, ce qui est une excellente nouvelle. Mais. Décision de la Fed aujourd'hui. Canada avait monté de 0,25. La Fed, hier, on a annoncé de mémoire, je pense qu'il y a une petite baisse de quasiment 1 point par rapport à l'année passée sur l'inflation, alors qu'on avait eu un jump le mois d'avant. Donc, il y a des choses qui baissent, là, de ce que je comprends. Un peu d'essence qui a baissé, les électroménagers, le transport, quelques affaires de même. Donc, est-ce que ça va commencer une pause pour la Fed ou la Fed va dire, regarde, on va en profiter de notre dernier grand coup, on va y aller avec 1,25 encore? C'est quoi Qu'est-ce que le marché s'attend, en fait? Ouais, le marché price actuellement, c'est 95% que la Fed va poser va faire une pause pour cette rencontre-là, cette annonce-là. Okay. Par contre, relèverait de 0,25 dès le mois prochain, là, en juillet. Et ça, c'est sûr que l'inflation a baissé quand même de 8-9% à 4 point quelques pourcents, ce qui est quand même majeur. Mais rappelle-toi ce qu'on disait, Jeff, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, au début de la crise, quand on parlait d'inflation, on se faisait traiter d'inculte économique. On disait, en fait, moi je disais aussi que l'inflation allait probablement rester élevée pendant, et je continue de penser, pendant des années, c'est-à-dire au-delà de la cible de 2%. Là, on parle de 4%, on va dire, ouais, c'est la moitié moins que 8, mais c'est quand même 2 fois la cible de 2%. Là. Ouais. Donc, c'est majeur. Moi, je pense qu'on va... Regarde, là.
C'est facile à calculer à l'avance. Là. Tu le vois, là, tout le monde, les salaires des députés, ça va. Quand tu as 700 000 employés qui travaillent pour toi, c'est sûr que tu vas augmenter le salaire pas mal plus que l'inflation. Ensuite de ça, je regarde juste la SAQ. Le gouvernement mène 50 de la business en place. Puis toutes les décisions qu'ils prennent, c'est pour faire augmenter les prix à consommation. 1$ à peu près la bouteille en moyenne des bouteilles de vin. Donc ça, c'est rien pour aider. L'essence, même si le baril est à 68$, l'essence est à 1,79$ dans certaines régions du Québec. Donc le coût de la vie ne baisse pas. Donc le 4 c'est le 2 du temps, là. Exact. Puis ça, je pense qu'ils vont tenter. Ils disent que non, mais moi, je pense qu'ils vont tenter de le normaliser. Ça, c'est extrêmement dangereux. En fait, à 4 là, tu te rappelles, tu veux dire des placements fixes ou des rendements en bourse à 4-5 quand les taux sont à 1 tu fais quand même un 3 Mais là, tu sais, quand tu as 4 d'inflation par année, si tu as un rendement de 5 6 tu fais juste 1 ou 2 là, de retour sur ton investissement. Fait qu'il faut vraiment que tu regardes les vrais rendements actuellement qui sont offerts par rapport à ce que tu perds avec l'inflation. Ça change la donne. Il y a toute une génération de gestionnaires, Jeff, qui n'ont pas connu ça. Là. Les jeunes qui arrivent dans le business, qui sont dans le business depuis 10 ans, mettons, là, ils n'ont jamais vécu cet environnement-là où tu as à battre l'inflation avec tes rendements boursiers, etc. C'est sûr que tu as des offres dans le marché obligataire, etc. Mais on est comme un peu entre deux chaises actuellement, puis ça va être intéressant de voir où ça s'en va. Là. Sondage qui est sorti de Léger. C'est décourageant. Hein, un peu, mais avant, quand même, plus décourageant que ça, c'est que le sondeur lui-même s'est fait pogner avec un deepfake un matin sur une photo de Fox News. Ça, c'était quand même très drôle. Regarde, c'est un gars à prendre plus ou moins au sérieux, le gars de Léger. Mais il a fait un sondage sur il y a 60 des Québécois qui sont prêts à voter pour le PQ. On s'entend CAQ, c'est le PQ, là, c'est PQ 2.0. Puis il y a le PQ qu'on pensait mort. Les médias, si on pense que les médias n'ont plus d'influence, ils ont réussi à monter une balloune avec le gars du PQ qui est... Chaque fois qu'il ouvre la bouche, je ne comprends rien ce qu'il dit, mais ça a l'air qu'il est bien bon. La preuve que ça pogne, c'est que si on combine les deux ensemble, parce que premier et deux, c'est CAQ et Péquis, la même gang, ils ont 60 du vote. On va dire de quoi le Québec va pas bien, là. Écoute, c'est surprenant, puis pas en même temps. La CAQ à 37 c'est peut-être un peu élevé. Là. Moi, je pense qu'ils sont peut-être revenus à leur base solide de peut-être 32, 33. Le PQ, écoute, on voit, comme tu dis, l'influence des médias. Je pense que c'est une totale création des médias, cette affaire-là. Le fait que le PQ soit devant des partis comme les conservateurs, les libéraux à Québec. Les libéraux, ben là, ça, je pense que c'est le reste de l'équation. Le reste de l'équation, c'est l'écrasement historique du PLQ je pense qu'il est à l'envers de toutes ses positions historiquement parlant. Écoute, le PLQ avait célébré le projet de loi sur l'expropriation, quelque chose d'absolument incroyable pour la propriété privée. Je pense qu'historiquement, le PLQ serait opposé à ça. Donc, j'ai hâte de voir, il va-tu avoir, tu as vu les candidats là, pour la chefferie. Écoute, ça vole pas haut, là, à moins d'avoir peut-être un outsider qui vient brasser les cartes un petit peu. Parce que je pense que, tu sais, le centre droit économique est encore totalement ouvert là, au Québec. Là. C'est ça, je pense tu as des gens qui votent par défaut pour la CAQ qui, normalement, je pense, ne voteraient pas. Le PQ, à quel point, tu sais, je regarde QS, 16%, Jeff. QS, c'est la plus grosse déception des médias des 10 dernières années. Écoute, ils ont tout mis, ils ont allé all-in avec la couverture, ils ont tout eu. Et il ne passe pas la barre des 15-16 Je pense que c'est vraiment ce que ce parti-là peut offrir. Puis ça, dans le fond, ça va être quoi la suite de ça? Je pense qu'après ça, éventuellement, ça va rebaisser. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que le PQ remonte un peu, parce que tu avais beaucoup de monde du PQ qui était passé à QS, parce qu'avant, rappelle-toi, le PQ, il y avait quand même une aile gauche assez grosse. Il y avait des syndicalistes là-dedans, etc. C'était un drôle de mix. Tu avais des gars plus à droite, puis des gens de communistes, puis maintenant, ils sont tous rendus à QS. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se porter, tout ça, mais comme je disais tantôt, ça, c'est pas important pour le moment. À mon avis, c'est la dernière des priorités pour le moment au Québec. La priorité, c'est vraiment... La première priorité, écoute, c'est les fédérales qui vont probablement arriver, cet automne ou le printemps prochain. Là, on voit que le NPD commence à être un peu plus cocky, soit à dire l'histoire sur l'assurance dentaire, etc., qui veulent aller eux-mêmes sans le PLC. Donc... le scandale de la Chine, ça brasse pas mal aussi. Là, on commence à voir... d'ailleurs, le dernier sondage, c'était Angus Reid, je pense, qui plaçait les conservateurs presque en territoire majoritaire. Donc,
À suivre, mais c'est définitivement ce qui va monopoliser l'attention là, Mais dans je le monde comprends politique. le fait, mais tu sais, que les élections fédérales vont arriver avant, mais puis je sais que c'est loin en sacrement, 3 ans et demi avant qu'on fasse quelque chose, ben, peut-être un peu moins que 3 ans et demi, là, mais 3 ans et quelques mois pour se débarrasser de François Legault qu'on n'est plus capable de voir en peinture. Mais tu sais, on est toujours à la même place un peu que l'élection. Et moi, je crois pas que le PQ, c'est une option. Là. Je pense que c'est juste une patente de sondage qui amène nulle part. Puis, veut pas, de voir qu'il n'y a pas d'autre chose que des partis qui se ressemblent, un peu de QS à travers, de voir que les libéraux se sont perdus avec des marois risqués puis du monde qui ressemble justement à des partis qui sont déjà comblés. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça prend une razzia au gouvernement libéral. C'est une razzia complète que ça prend. Puis, je continue à dire, je ne m'enlèverai pas ça dans la tête, je n'ai pas fait ça, moi, une journée juste pour le fun. Moi, je pense que le côté économique, centre-droit économique, peut être fait que par un parti et ça doit passer par un parti libéral avec une connotation conservatrice. On le voit, là, le Parti conservateur, même dans la région de Québec, c'est très difficile. Écoute, Éric est un chum, mais moi, j'aime pas que le parti soit bâti sur un individu. Je veux dire, on n'est pas aux États-Unis ici, c'est pas Trump et que tout le reste va suivre. Ça nous prend une équipe, ça prend quelque chose, mais je me demande même si le nom, si on n'a pas réussi à faire passer Éric Duhem pour un coucou, puis que déjà, on a réussi à trouver les limites de ce parti-là. Donc, moi, je continue à dire, comme au lendemain de l'élection, que ça prend un grand ménage au Parti libéral. Il faut qu'il nettoie tous les communistes qu'il y a dans la place, qui sont en train de miner le parti, qui l'ont brisé, en fait, quasiment au complet. Mais la partie immigrants et les anglophones est encore présente là. Il y a encore de quoi à faire là. Et c'est un mariage des deux. Sinon, le Parti libéral va mourir, puis le Parti conservateur ira nulle part. Ben exact. Puis là, moi, je pense que l'avenir de la droite, là, peu importe comment on la définit, c'est avec, je pense, beaucoup des immigrants qui sont souvent plus conservateurs que la moyenne. Exact. D'un point de vue économique, d'un point de vue social un peu également. Donc, il y a un merge intéressant entre les libéraux et les conservateurs. C'est bien plate pour Éric Duhem. Moi, je pense pas qu'il peut revenir. Le personnage a été identifié par les médias et je te dirais que c'est entranché dans les mémoires collectives des Québécois, l'histoire des taxes. Là. Rappelle-toi, Robert Bourassa avec l'histoire du hot dog. C'était fait prendre une photo avec un hot dog amené dans une game de hockey, je pense, au baseball. Puis c'était resté toute sa carrière, il l'appelait le mangeur de hot dog. Ben, Éric Duhem, c'est plate à dire, mais c'est le gars qui ne paye pas ses taxes municipales. Une niaiserie, une erreur de communication, parce qu'à la base, l'histoire est intéressante. Il a voulu aider un ami, on sait ça. Ouais. Mais entouré d'incompétents, ça n'a pas pu être recentré pendant la campagne avec les résultats qu'on connaît. Exact. Ça ressemble beaucoup à ça. Juste avant de partir, tu veux me parler de quelqu'un que tu connais bien, un gars de West Palm Beach, donc un gars derrière un gros projet de Bitfarm, un gars de 39 ans qui est originaire d'une petite place au Nouveau-Brunswick, donc qui a créé plusieurs entreprises avec succès au Québec. Parle-moi de lui un peu. Écoute, c'est un peu difficile d'en parler. Pierre-Luc Quimper, qui est un ami personnel à moi, là, c'est un gars que j'ai connu, qui est décédé début de la semaine, lundi, je crois, de cause naturelle. Pierre-Luc avait des problèmes de santé de naissance. Pierre-Luc avait une malformation congénitale là, qui faisait en sorte qu'il y avait quelque chose avec les vaisseaux sanguins, bref, etc. Donc, il avait une santé qui était quand même très précaire. Les gens l'avaient connu un peu parce qu'il marchait avec une béquille. Moi, je l'ai connu comme ça. Je disais, tu cassais le pied, quelque chose? Puis là, non, finalement, le gars marche toujours avec une béquille. C'était un peu la caractéristique. Le gars avait l'air... Tu sais, il faisait exprès pour avoir l'air un peu de rien. Tu sais, ces gens-là, souvent, qui sont multimillionnaires, qui veulent un peu être sous le radar, ben, c'était un peu, je pense, la caractéristique de Pierre-Luc. C'était pas un gars qui voulait flasher. Mais à la base, je pense, où il faut aller... je pense que c'est un des grands entrepreneurs que le Québec avait. C'est une énorme perte pour le Québec et évidemment, il vient du Nouveau-Brunswick. Son histoire est absolument incroyable. Comme je te dis, moi, je l'ai connu un peu par affaire au début avec toute l'histoire de Bitfarm. J'avais collaboré un peu avec eux autres, mais avec le temps, c'est devenu un ami très proche. On se parlait presque tous les jours. Puis, écoute, c'est un gars, Jeff, tu sais, on entend souvent c'est des gars qui droppent au collège puis qui forment des compagnies techno puis qui deviennent multimillionnaires. Pierre-Luc n'a même pas fait son secondaire. Là. Je pense qu'il a lâché l'école en 6e année. Wow. C'est un gars qui avait de la misère avec l'autorité. Là. Il n'aimait pas les... c'était toujours un vrai rebelle. Un rebelle comme on les aime, mais qui était capable de canaliser ses forces pour bâtir des choses. Il a bâti une petite entreprise avec un de ses amis au Nouveau-Brunswick dans sa chambre.
je pense qu'il était millionnaire à 16-17 ans. Là. Donc, après ça, déménage à Montréal, bâti, fait fortune dans les centres de données. Et c'est un des premiers qui a vu, avec l'expérience qu'il avait dans les centres de données, c'est un des premiers qui a vu l'opportunité d'utiliser le courant et les ressources qu'on avait au Québec pour miner des bitcoins. Et ça, là-dessus, là, il était en avant de tout le monde, là, Jeff. Là. Lui, il monopolisait, il y avait des contrats d'électricité avant même, il était en Chine pour aller chercher des miners avant même que ça se parle ici. Et je vais partager sur mon Twitter la dernière entrevue qu'il avait fait comme président de Bitfarms à RDI Économie. Et on sent le ton méprisant de Gérald Filion à son endroit et à l'industrie en général. Et ce que dit Pierre-Luc, c'est exactement ce qui s'est passé dans les 2-3 années suivantes. C'est devenu une compagnie de plusieurs milliards de dollars. Une des seules compagnies techno non subventionnées au Québec. Puis ça, il en était très fier. D'ailleurs, j'ai une histoire incroyable. Tu te rappelles comme quand le gouvernement avait embarqué là-dedans pour bloquer le développement. Tu sais, du jour au lendemain, ça avait stoppé au Québec à cause d'une décision gouvernementale. Mais ça part d'une affaire, Jeff. Ça part d'une affaire. Quand Bitfarms puis Pierre-Luc avaient annoncé le projet avec la ville de Sherbrooke. Parce que la ville de Sherbrooke, ils ont Hydro-Sherbrooke. C'est un peu comme Hydro-Jonquière. Bref, c'est un petit barrage local avec leur propre énergie. Ils ont annoncé à l'époque un projet de 250 millions avec le maire. Oui, je me rappelle Pierre-Luc avec son... Ben tu sais, Pierre-Luc, il était toujours habillé pareil, avec un polo, puis avec sa béquille. C'était toujours... tu disais, ouais, il arrive de où, ce gars-là? C'est ça, c'était le personnage. Fait que là, il annonce ça comme si de rien n'était. 250 millions d'investissements à Sherbrooke. Là, cet argent-là vient de où? Ah non, nous autres, c'est 100% privé. On a du financement, on est prêt. Ben écoute, le lendemain matin, Jeff, Pierre-Luc reçoit un appel du cabinet du premier ministre qui dit « Ouais, ben là, t'as pas invité notre député pour l'annonce? » Ben, il dit « Moi, j'ai pas besoin de vous autres. » Là. Et le lendemain, le couperet avait tombé, l'industrie se braquait, en fait, le gouvernement se braquait pour imposer les freins. Donc, parce qu'il n'y a pas, et en fait, il avait raison, parce que le marché lui donnait raison, les capitaux étaient là, la ville de Sherbrooke était contente, tout le monde faisait de l'argent là-dedans. Il est un exemple du putain de dôme encore, incroyable. Où, quand tu vas à contre-courant, puis moi, je suis extrêmement fier de Pierre-Luc, comment il a réussi là-dedans. Et à contre-courant, toujours avec le jugement des gens, mais malgré ça, c'est un gars qui est un gars extrêmement généreux aussi. C'est un gars qui donnait des millions par année à des centres de recherche médicaux, etc., des hôpitaux au Québec, sans jamais attirer quelque publicité que ce soit, contrairement aux esti de peddlers qu'on voit dans nos médias québécois. Donc, mon chum Pierre-Luc, comme il disait souvent... Pierre-Luc, son nom de famille, que je fouille un peu sur lui? Quimper. Pierre-Luc Quimper, il vient de Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick. Okay. Donc, pas loin de Edmundston. Donc, c'est vraiment plus... Je considère quasiment plus des Québécois que des Brunswickois. Là. Ces gens-là, souvent, sont comme un peu à cheval entre le Bas-Saint-Laurent puis le Québec. Ouais. Puis, comme disait mon chum Pierre-Luc, quand il faisait des bons coups de plusieurs millions, il disait, ben, tu sais, il faut travailler, il faut payer l'épicerie. Ça, c'est la phrase qu'on répétait en riant. Faut payer l'épicerie. Fait que, salut, mon chum. Ben oui, regarde. 39 ans. Rest in peace, 39 ans. Wow, c'est jeune. Qu'est-ce que tu disais? Non, j'ai juste dit 39 ans. 39 ans, oui, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Regarde. Wow, belle histoire. Thank you, Joe. Célèbre ta victoire avec ta calotte. Donc, bonne achat aussi. Yes. Ça fait un bon investissement. Puis, tu ramassé un peu d'argent quelque part? J'ai pas jinxé. Écoute, moi, non. Je me suis fait... j'étais pas mal all-in sur la dernière victoire, puis j'ai perdu quand les Panthers ont gagné, mais j'ai un chum qui a fait pas mal d'argent sur la série. Écoute, il y avait le parlay Denver's les Nuggets, Djokovic au French Open, puis les Golden Knights. OK, il y avait le prix. OK, ça, c'est payant, ça. C'est pour ça que je te dis que c'était quelques milliers US en bet qui a donné probablement je pense dans les 6 chiffres. Fait que hier, le champagne, on a ouvert le champagne. Ouh, c'est toi. Thank you, Joe. Joe Hamel est avec nous autres. Vous pouvez le suivre sur Twitter, bien sûr, avec son vieux compte qui est de retour. On est avec Stéphane Lachance après, ici même, sur Radio Pirate Live. Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com